Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure du pied du diable. En publiant de temps à autre quelques-unes des expériences curieuses qui sont le fruit de ma longue et intime amitié avec M. Sherlock Holmes, je me suis constamment heurté à son aversion pour la publicité. Son esprit morose et cynique considérait un applaudissement du public comme quelque chose d'abominable, et rien ne l'amusa davantage, à l'issue d'une affaire réussie, que d'en créditer un fonctionnaire de la police officielle et d'écouter avec un sourire ironique le chœur des congratulations se trompant d'adresse. Cette attitude de mon ami, et absolument pas le manque de matériaux intéressants, est cause que ces dernières années, je n'ai guère gâté le public. Ma participation à certaines de ces aventures était un privilège qui m'obligeait à la discrétion quand elle m'était commandée. C'est donc avec une surprise considérable que j'ai reçu mardi dernier un télégramme de Holmes. Il n'écrivait jamais de lettres quand un télégramme pouvait suffire, ainsi conçu. « Pourquoi ne raconteriez-vous pas l'horreur des Cornouailles, qui est mon affaire la plus étrange ?» Je n'ai pas la moindre idée du motif qui lui a rafraîchi la mémoire, ni du caprice qui lui fait désirer de la publicité. Mais je me hâte, avant que ne me parvienne un nouveau télégramme contenant une injonction contraire, de fureter dans mes notes pour livrer cette histoire en pâture à mes lecteurs. Au printemps de 1897, la constitution de fer de Holmes commença à révéler quelques symptômes de lassitude sous le travail énorme qui l'accablait. En mars de cette année, le docteur Moore, à gare de Harley Street, je raconterai quelque part la manière dramatique dont il fit la connaissance de Holmes, ordonna formellement au célèbre détective privé d'avoir à fermer tous ses dossiers et à prendre un repos complet s'il voulait s'épargner une grave dépression nerveuse. Holmes ne s'intéressait nullement à son état de santé, tant était absolu son détachement mental, mais la menace d'une incapacité permanente de travail l'incita à changer d'air et d'ambiance. Voilà pourquoi nous nous trouvâmes tous les deux au premier beau jour de 1897 dans une petite villa près de Paul-du-Bay, à la pointe extrême de la presqu'île de Cornouailles. L'endroit était un peu banal, il convenait particulièrement à l'humeur lugubre de mon malade. Par les fenêtres de notre maisonnette aux murs blancs, qui se dressait sur un promontoire herbeux, nous avions vu sur tout le demi-cercle sinistre de la baie des Monts, vieux piège mortel pour voiliers, sur sa bordure de falaises noires et de récifs balayés par les vagues. Du côté de la terre, les environs étaient aussi sinistres. C'était une région de landes brunes. De loin en loin, la tour d'une église indiquait l'emplacement d'un village vieux comme le monde. Partout sur la lande, on relevait les traces d'une race disparue qui avait laissé en témoignage de son existence d'étranges édifices de pierre, des tumulus de forme irrégulière qui contenaient des cendres de morts et d'étranges ouvrages en terre qui évoquaient les guerres de la préhistoire. Cet endroit mystérieux et ensorcelant, cette ambiance déprimante de peuples oubliés, fouettèrent l'imagination de mon ami, qui consacra une grande partie de son temps à de longues marches et à des méditations solitaires. Il s'intéressa aussi à l'ancienne langue parlée dans les Cornouailles. Je me rappelle qu'il s'était mis dans la tête qu'elle avait été introduite par les marchands phéniciens qui faisaient le commerce de l'étain. Il avait reçu un colis de livres de philologie et il s'était mis à rédiger sa thèse quand brusquement, à mon vif déplaisir et à sa grande joie, nous nous trouvâmes engagés sur cette terre de rêve dans un problème plus intense, plus riche de développement, plus mystérieux que tous ceux qui nous avaient fait quitter Londres.
Notre existence simple et paisible, notre vie sainement routinière, en furent bouleversées, et nous fûmes précipités dans une succession d'événements qui firent beaucoup de bruit, non seulement dans les Cornouailles, mais dans toute l'Angleterre. Nombreux sont certainement mes lecteurs qui se souviennent encore de ce qui fut appelé à l'époque l'horreur des Cornouailles, bien que l'affaire eût été imparfaitement traitée par la presse londonienne. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je suis en mesure de publier les vrais détails de cette histoire incroyable. J'ai dit que çà et là, des tours indiquaient l'emplacement des villages qui étaient disséminés dans cette partie des Cornouailles. Le plus proche était le hameau de Tredannick Wallace, dont les maisons étaient rassemblées autour d'une vieille église moussue. Le curé de la paroisse, M. Rounday, était vaguement archéologue, ce qui détermina Holmes à lier connaissance avec lui. C'était un homme majestueux, mais affable, qui pouvait avoir une quarantaine d'années et pour qui les environs n'avaient pas de secret. Il nous avait invités à prendre le thé à la cure, et là, nous fûmes présentés à M. Mortimer Trégenis, gentleman indépendant, qui augmentait les maigres ressources du clergyman en louant un appartement dans sa vaste maison. Le curé était ravi de cet arrangement, bien qu'il eût peu de traits communs avec son locataire, lequel était maigre, brun, portait lunettes et se tenait voûté comme quelqu'un qui est affligé d'une infirmité physique. Je me rappelle que ce jour-là, pendant notre brève visite à la cure, l'ecclésiastique nous parut bavard à côté de ce personnage réticent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.